Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bonjour. 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 Donc on a ce webinaire avec vous. On a avec nous trois acteurs assez importants du monde des startups, que ce soit iPadDat, Conto et Bold. Donc l'idée c'est, je trouvais ça pas mal d'avoir trois boîtes de secteurs assez différents. Donc iPadDat pour la compta, Conto pour les banques, les néobanques, et Bold pour le monde du droit. L'idée, c'est que ce soit assez interactif. Donc, vous avez un chat sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Vous avez même un petit encart questions. C'est bien si vous pouvez poser vos questions directement dedans. Comme ça, c'est simple pour nous de toutes les voir. Mais de toute façon, avec le chat, on verra. Donc, aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est comment on fait face à cette crise et comment on prépare l'après. Parce que malgré les aides du gouvernement envers les entreprises, tout le monde entrepreneurial, tout le monde des entreprises va être impacté et chaque acteur va devoir un peu retrouver sa place. Donc avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tous les trois, vous pouvez un peu vous présenter un peu ce que fait votre entreprise? Honneur à toi, Sophie, si tu veux. Alors moi, je suis Anne-Sophie Léniel, je suis CEO d'iPadDat. C'est une start-up française qui automatise la préparation comptable. La préparation comptable, c'est en fait rassembler tous les éléments créatifs qui permettent de réaliser sa comptabilité. Et une fois qu'on a en fait compilé toutes ces données, eh bien en fait on va les confronter aux écritures bancaires pour être sûr et certain qu'on a bien tous les éléments. Ensuite, on édite différents journaux, écritures qui nous permettent de basculer toutes ces informations classiques organisées à l'écrit. Donc on fait vraiment le lien en fait entre l'expertise et l'entrepreneur. À toi, Arthur. Eh bien, une autre partie prenante, effectivement, on vient de parler de data et de gestion de ces données pour faire le lien avec l'expert comptable. Conto, nous, on est tout simplement le compte pro en ligne qui a la vocation de simplifier aussi la transmission des données. En ce qui me concerne, donc moi, je suis responsable de ce qu'on appelle l'écosystème expertise comptable chez Conto. C'est à la fois expertise comptable, les réseaux, et donc depuis 1 an et demi, je vais au contact pour présenter Conto de tous ces professionnels. Et l'autre partie, c'est justement d'échanger avec les éditeurs, typiquement iPadZat, avec l'intégration que l'on a depuis quelques mois qui fonctionne bien et qui apporte vraiment beaucoup de valeur, une vraie synergie. Et donc l'idée, c'est de continuer à développer l'intégration de Conto dans cet écosystème, dans cette stack d'outils qu'utilisent les entrepreneurs au quotidien. Ok, je poursuis la troisième brique à tout cela. Donc Serge Vatine, je suis le cofondateur de Bold, qui est une entreprise d'avocats qui se dédie aux startups et aux entrepreneurs. On est à 360 degrés en droit des affaires, c'est-à-dire tous les besoins qu'une startup dont une startup pourrait avoir besoin, de la propriété intellectuelle, au contractuel, au corporate, au private equity, au M&A, au social évidemment. On lance dorénavant une nouvelle verticale en expertise comptable. On devient une société qui est une double spécialisation, donc avocat et expertise comptable. La spécificité de Bold, c'est qu'on fonctionne en un modèle un peu disruptif dans le monde des avocats. Donc on est sur un modèle abonnement illimité, qui permet à Bold de devenir une sorte de direction juridique externalisée de toutes les startups. Plus de problématiques de temps, plus de problématiques de disponibilité. On est là pour travailler et se dédier aux startups. Et on est partenaire d'iPadDat et on travaille beaucoup avec vous. Et on utilise iPadDat dans tous nos process et on bosse beaucoup avec Conto parce que on pousse toutes nos boîtes à aller ouvrir leur compte chez Conto. Ça va 2 fois plus vite et c'est d'une grande souplesse. Très belle boîte. Super.
Belle boîte au pluriel. Non, Ouais, iPadDat aussi, je ne serais pas partenaire. J'utiliserai pas, j'intégrerai pas les outils iPadDat sinon. C'est une Bon, super boîte génial. aussi. Bon, très clair. Merci pour, pour cette introduction. Du coup, je voudrais bien commencer par un peu l'état des lieux sur vos secteurs. Donc, vous avez trois secteurs un peu différents. Mais je voulais savoir comment, donc d'un point de vue externe à l'entreprise, donc là, je ne parle pas de process interne, mais comment est-ce que votre secteur vit la crise? Donc, je dis ça parce que évidemment, tout le monde ne vit pas la crise de la même manière. Un restaurateur ne va pas vivre la crise de la même manière que Zoom, par exemple. Voilà, donc c'est pas mal d'avoir votre avis. Arthur, j'aimerais bien commencer par toi. Comment cette crise affecte les banques en général, les néobanques et Conto en particulier? Et est-ce que vous voyez des tendances qui se dessinent? Est-ce que tes clients te sollicitent plus ou moins que dans une période hors crise? Bien sûr. Donc, pour la première question, évidemment, donc Conto, une néobanque qu'on a d'ailleurs avec l'actualité, les néobanques un peu opposées aux établissements de crédit, aux acteurs traditionnels. Ce qui est sûr, c'est que de manière globale, les établissements financiers, ils sont sous pression en ce moment. On voit bien ce qui a été fait en termes d'annonces d'un point de vue global par le gouvernement pour soutenir l'économie. On sait qu'effectivement, eh bien une entreprise quand elle commence à avoir des difficultés de charges à payer avec une absence de chiffre d'affaires comme c'est actuellement, puisqu'on a tout simplement mis l'économie à l'arrêt et un certain nombre d'activités à l'arrêt, il y a des trous d'air et donc il y a des problématiques de trésorerie à gérer. Donc on voit bien qu'effectivement, l'État a demandé à tous ces acteurs du financement de se retrousser les manches et de venir au secours et d'aider leurs clients et entreprises. Donc, pour tout de suite balayer ce sujet, dont effectivement il a beaucoup été question, Conto est un établissement de paiement. Nous n'avons pas la faculté aujourd'hui de proposer du crédit et des financements à nos clients. Conto est né en juillet 2017, donc l'aventure n'a que 3 ans. On a levé beaucoup d'argent, 105 millions d'euros au mois de janvier pour justement aller chercher cette licence bancaire d'établissement de crédit. Mais aujourd'hui, effectivement, sur tout ce qui est dispositif PGE, on ne le propose pas chez Conto et on recommande les autres aides directes de la BPI. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, dans cet écosystème bancaire, Conto est sollicité comme tous les acteurs classiques et nos clients demandent de notre part beaucoup de réactivité. Et c'est le niveau de service que l'on vend et que l'on promet le reste du temps. Et là-dessus, on a eu un avantage chez Conto, mais je dirais pour tous les acteurs classiques qui sont sur un positionnement digital et en ligne, c'est que de toute façon, on est en termes de relations déjà très digitalisé avec nos clients. Donc, ce qui s'est passé dans les réseaux traditionnels, c'est qu'effectivement, ils se sont du jour au lendemain retrouvés à devoir adopter des process, ne plus recevoir leurs clients professionnels en agence physique, etc. Avoir aussi des agents qui sont et des conseillers qui sont capables de traiter l'augmentation de demande, pas forcément sur des outils qui ont été sizés pour, etc. Quoi qu'il en soit, l'analyse que j'en fais, c'est que nous, on avait effectivement une longueur d'avance là-dessus, puisque c'est ce qu'on fait tous les jours. Et donc, on a pu continuer à ouvrir des comptes sans aucun problème à nos clients. Le volume, d'ailleurs, il est moindre que ce qu'il était avant, forcément, et ça vaut pour tous, mais on a quand même gardé un volume assez intéressant, que ce soit l'ouverture de compte pour des entreprises qui sont déjà immatriculées et qui voulaient justement, parce que peut-être leur banque traditionnelle ne leur répondait pas suffisamment vite, ils voulaient pouvoir avoir un compte comme ce que le promet Conto, assez flexible et se mettre en ordre de marche rapidement. Et le deuxième point, c'est qu'on a aussi continué à permettre le dépôt de capital social en ligne, puisque grâce à Conto, tout créateur qui souhaite déposer son capital social peut le faire en ligne et il recevra une attestation de dépôt en 72 heures. Ce service n'a pas du tout été impacté par la crise et l'arrêt de l'activité, ce qui fait qu'un certain nombre de créateurs qui n'avaient pas remis en question leur projet ont pu continuer à être, notamment quand ils avaient été accompagnés par leur cabinet d'expertise comptable au niveau des statuts, ont pu comme ça aller au bout du process et immatriculer leur société. Donc voilà, en termes de ça, c'est pour on va dire l'impact global sur le business et avec un focus sur Conto. Et au niveau des usages qui vont émerger,
pareil, Conto avait fait depuis longtemps le pari des usages assez digitaux sur une population plutôt effectivement dès le début startup, mais on voit qu'en fait cette adoption du compte professionnel 100% en ligne, il est de plus en plus fort puisqu'on a aujourd'hui plus de 75 000 clients et que ça continue, ce qui fait qu'en fait demain on pense que ça va continuer et que finalement cette crise sanitaire n'aura été qu'un cristalliseur de nouvelles façons d'utiliser le digital et de se l'approprier pour un certain nombre finalement de business. Et donc, ça ne fera peut-être qu'accélérer l'adoption de ces process. Et donc, je pense que Conto est bien positionné à ce niveau-là et continuera évidemment à imaginer et à répondre aux besoins des utilisateurs actuels et futurs. Ok, bah, écoute, très clair comme réponse. Serge, du coup, je vais te poser à peu près la même question et Anne-Sophie à peu près pareil aussi. Serge, pour commencer, comment est-ce que la crise elle affecte ton secteur, les avocats et Bold en particulier? Et est-ce qu'en période de crise, on a plus besoin de son avocat, voilà, parce qu'il y a des situations un peu exceptionnelles ou justement on est en difficulté, donc on fait moins appel à son avocat? En période de crise, on fait vraiment appel à son avocat et on fait surtout appel à son avocat quand on a les moyens de le payer parce que la problématique de l'avocat, c'est que c'est coûteux. Et voilà. Et nous, on avait résolu le problème par le modèle éco. En fait, le modèle éco de Bold, qui est sur la base d'un abonnement et qui est un abonnement illimité, fait que on a accompagné nos 350 clients tout au long de la crise et du début de la crise, notamment sur la partie sociale, avec les problématiques de chômage partiel, avec les ruptures conventionnelles qui se poursuivent aujourd'hui, avec la problématique des licenciements en nombre. Et il faut le dire, la période est assez chaude pour ça. Mais également sur la partie contractuelle, parce que le Covid, c'est un cas de force majeure, et en matière de contrat, un cas de force majeure fait que on suspend, on neutralise les relations, et donc ça pose problème, voire même sur la problématique du règlement. Beaucoup de nos startups sont aujourd'hui peu payées ou moins payées par leurs clients. En réalité, on va faire deux grandes catégories. Celles qui sont en mode, et je ne dis pas que l'une est bien et l'autre n'est pas bien, mais fonctionnant nous en mode SaaS, je connais. Le mode SaaS fonctionne, évidemment, puisque c'est un système d'abo, et donc il n'y a pas de vraies difficultés, et donc c'est une grande sécurité. Quand on est payé au cas par cas et à la mission, quand la mission peut pas être délivrée ou moins bien délivrée ou plus complexe, ça rend les choses plus difficiles. Mais donc les avocats sont particulièrement intervenus là-dessus. Pour être plus clair encore, au-delà de ces points abordés, nous on a tout un département private equity, donc on charge des problématiques de levée de fonds de nos startups. On s'est rendu compte que les opérations menées par les VC ou avec les VC tenaient, et elles allaient au bout, il n'y avait pas de difficulté. Quelques grosses opérations avec des business angels qui ont pris un peu peur, et avec des renégociations en cours de route assez épatant, notamment de valorisation, ou des business angels qui se retirent de certains deals. Mais globalement, les opérations ont continué. On pense qu'il va y avoir une période d'observation pendant quelques petits mois, et avant que cela reparte définitivement. Ça, c'est un premier point. Maintenant, la question de savoir comment Bold a fait face à la crise. Nous, on a, au-delà d'avoir changé de modèle éco il y a 2 ans, et encore une fois, c'est un bienfait d'avoir changé ce modèle économique et rompu avec la tradition des avocats d'affaires, parce que ça nous permet de tenir. Bold avait aussi un peu anticipé le système, puisque dès janvier 2018, on a généralisé le télétravail chez Bold. Donc on est 50 personnes à bosser chez Bold, et tout le monde a l'habitude de pratiquer le télétravail. On est à distance, il n'y a pas de difficulté, et donc on a pu faire face sans trop de grandes difficultés. On souffre comme tout le monde du fait de ne pas se réunir physiquement.
maintenant, la pratique existe chez nous et on n'a fait que la généraliser. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour les avocats et pour terminer sur la question, même si j'ai fait ça en ordre inversé, il s'avère que c'est pas très très simple pour les avocats. Il y a une étude qui est sortie dans les Échos et le Conseil national des barreaux a donné des chiffres. En fait, 40% des cabinets d'avocats seraient quasiment à l'arrêt aujourd'hui. Et puisqu'il n'y a pas de procédure judiciaire, il n'y a pas d'accès aux tribunaux, ça rend les choses très très compliquées. Et sur ces 40%, une grande partie envisage même d'arrêter. Voilà. Après, encore une fois, les structures structurées, désolé du pléonasme, les structures vraiment qui s'étaient organisées souffrent quand même beaucoup moins. Nous, on travaille au quotidien, on se rend compte et on suit ça avec tous nos outils. On se rend compte que tout le monde bosse en quasi identique d'avant le Covid. Ok, ouais, du coup, ce changement de business model, ça paraît avoir été une bonne anticipation. Ah non, mais fantastique. Génial. Bon, bonne nouvelle. Je pense pas que c'était pour préparer non, c'était pas pour préparer le Covid. Ça tombe à pic. C'était plutôt philosophique et des vraies valeurs chez nous. Bon, génial, en tout cas, ça paraissait un bon move. Anne-Sophie, du coup, à peu près même question pour toi. Est-ce que tu vois que les boîtes qui ont besoin de gérer leur compta se rendent compte qu'il faut dématérialiser, ou est-ce que tu sens que, étant donné que certaines meurent, tu sens que la demande diminue? Comment est-ce qu'on se situe, quoi? Alors, nous, on a été confrontés à un double front, puisqu'on est vraiment l'intermédiaire entre l'entrepreneur et l'expert comptable. Donc, on a pu apprécier des phénomènes vraiment sur les deux fronts. Des experts comptables complètement débordés, submergés par des demandes de leurs clients de toutes parts, parce que au fur et à mesure que le gouvernement annonçait des mesures, en gros, les entrepreneurs étaient totalement démunis et ils voulaient savoir comment faire, comment les mettre en œuvre. Beaucoup de plateformes aussi, beaucoup de plateformes pour bénéficier des aides étaient complètement saturées. Donc en fait, tout le monde se retrouvait un peu handicapé par tout ça, sans savoir vraiment comment faire. Et puis, oui, on a beaucoup d'entrepreneurs plutôt intéressés par la compta. D'abord parce qu'ils avaient le temps de la faire. Et puis, deuxièmement, parce que bénéficier de toutes ces aides, c'était quand même nécessaire d'être à jour, d'avoir une situation nette pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc, on peut dire que d'une manière générale, la compta était, on a vu que c'était une problématique qui rentrait vraiment dans les premières, dans les priorités de l'entreprise. Voilà. Ensuite, ce qu'on a pu constater, c'est que les experts comptables qui essayaient iPadDat sur le bout des doigts sans avoir vraiment déployé dans la totalité du cabinet, finalement, s'en mordaient un peu les doigts. Parce que c'est vrai que quand on se retrouve avec un cabinet avec la moitié de collaborateurs en congé parentaux ou ne pouvant pas vraiment parce que tout simplement ils sont pas équipés, matériellement il n'y a pas de PC portable, etc. Ils ont l'habitude de travailler uniquement en cabinet, ça rend le quotidien beaucoup plus compliqué. Pareil pour les entrepreneurs. Moi, je sais que j'ai animé pas mal de webinars et de coaching avec des entrepreneurs qui sont nos clients. Et en gros, ils avaient une activité assez classique, plutôt une activité dans le monde réel, rien de digital. Et en gros, ils se sont posé les questions de comment réorganiser, comment prendre ce virage digital qu'ils n'avaient pas su prendre finalement assez rapidement en fait. Donc, toutes ces problématiques, on les a vues soulever.
Moi, je pense que, au-delà du fait que c'est dramatique et que on a tous eu notre propre réaction, on a parfois été touchés dans nos familles, etc. Ça va permettre aussi de prendre conscience de certaines choses, d'être moins dépendant de notre lieu de travail et de prendre de meilleures habitudes au travail au quotidien. Peut-être aussi souvent pour les entreprises d'être moins exigeantes par rapport à leurs employés, en leur imposant des qui finalement ne sont pas nécessaires parce qu'on a vu que finalement on arrivait à continuer. Nous, on a dû effectivement continuer à donner un service à nos clients parce que c'était indispensable. Et on était, comme disait Arthur, les mieux armés parce qu'en tant que start-up, on est les mieux équipés. C'est dans notre ADN d'être agile, adaptable, etc. Mais finalement, c'est tout à fait possible de travailler à distance. On va dire que, comme le disait Serge, c'est finalement, c'est plus la proximité et c'est plus finalement un manque de se voir, de se rencontrer. Et voilà, c'est plus de l'ordre de l'affect finalement que du travail. Voilà. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi, surtout sur le côté, ça va nous pousser à tous prendre de nouvelles habitudes, surtout ceux qui étaient un peu en retard. Parce que pour raconter un peu ma vie, ma mère est expert comptable et dans son cabinet, c'était peut-être le télétravail, un sujet vraiment assez lointain, et un peu de force est arrivé un peu dans sa figure. Et aujourd'hui, elle se dit, bon, maintenant, ça va être 2 jours par semaine de télétravail pour toujours, quoi. Donc voilà, c'est un bon exemple. Ok, merci pour vos réponses, c'était super clair. Maintenant, je voudrais parler alors d'un sujet qui est complètement dans le thème du webinaire, qui est transformé un peu la crise en opportunité, qui est les sales, le marketing. Comment est-ce qu'on s'adapte en termes de sales à cette crise? Est-ce qu'on communique différemment? Parce que moi, je suis business développeur, comme toi, Arthur, je traite principalement avec les experts comptables. Et je vois par exemple que le cold call, l'appel froid, ça fonctionne déjà difficilement en période fiscale comme maintenant. Et là, c'est vraiment compliqué. Donc, par exemple, nous, on communique beaucoup plus sur LinkedIn, où on est beaucoup plus dans l'accompagnement. Vous, est-ce que vous avez des tips? Est-ce que vous avez revu votre manière de faire ou est-ce que vous avez continué sur le même fonctionnement? Alors effectivement, moi j'ai cette proximité avec les experts comptables qui fait que l'une partie de mon travail c'est d'interagir avec eux. Je n'ai pas renforcé, on va dire, mes actions sur effectivement ce que tu vas appeler du cold call et le fait d'aller vers eux spontanément. Néanmoins, j'ai quand même donc au début c'était effectivement plutôt non pas panique à bord, mais en tout cas concentration sur les clients pour les accompagner, les rassurer, etc. Ce qui est sans doute, ce qui est complètement compréhensible. Et au fur et à mesure, moi j'ai vu qu'ils s'étaient un petit peu, de toute façon organisés, qu'ils avaient ressorti un peu la tête de l'eau et qu'ils étaient plus à même de se projeter et qu'ils avaient besoin de se projeter. Donc ça a plutôt été en plusieurs phases. Au début, effectivement, rien du tout. Au fur et à mesure, plus de contacts, mais toujours nous ce qui marche assez bien et donc c'est aussi plutôt cool, c'est qu'on a plutôt pas mal de demandes entrantes, des experts comptables qui nous contactent pour avoir des renseignements, notamment grâce à l'usage que font nos clients, puisque nos clients ils ouvrent donc leur compte pro où ils ont déposé leur capital social et assez rapidement, pour un certain nombre, ils vont inviter leur expert comptable sur le compte Conto. Donc en fait, l'expert comptable, il va comme ça, un petit peu indirectement ou malgré lui, dans un premier temps, avoir un accès à Conto et au fur et à mesure, il développe sa connaissance et donc ça se retourne et il nous contacte. En l'occurrence, il me contacte. Donc ça a plutôt bien marché. Et je dirais que du coup, on s'est aussi nous réadapté en se disant bon si on allait être moins au contact des experts comptables, ce qu'on va plutôt faire, c'est développer des projets un peu plus
un peu plus background, qui n'étaient pas forcément prioritaires avant ce moment-là, et se dire voilà, on va les prioriser parce que c'est un investissement sur l'avenir et de toute façon, il faudra bien les faire un jour. Donc, profitons de cette période pour justement nous réorganiser. Je rebondis évidemment sur ce que disait Anne-Sophie. On est agile. Moi, j'avais pas parlé du télétravail chez Conto, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on fait déjà tous au moins un jour par semaine. Moi, en ce qui me concerne, en plus, j'habite en province, j'habite Le Mans, donc je faisais avant l'aller-retour tous les jours à Paris. Et du jour au lendemain, j'ai dû laisser mon scooter à Montparnasse et donc je ne suis pas retourné à Paris depuis. Donc vous voyez bien que effectivement, on est capable de s'adapter. Et depuis plus d'un mois, je travaille de chez moi sans aucun problème. Donc ça, effectivement, c'est très positif et ça ne m'a pas empêché de continuer à interagir avec mes partenaires experts comptables, avec certains éditeurs et justement, eh bien, de faire avancer les sujets de manière différente, effectivement, tout simplement en se réorientant. Pour parler plutôt là de notre client final, de notre utilisateur vraiment puissant, les entreprises, nos sales, puisqu'on a des sales pour des grands comptes, ils continuent leur travail. Ils ont effectivement assez logiquement un peu moins de demandes, mais ils étaient un peu sous l'eau avant, donc on va dire que ils sont peut-être un peu contents de pouvoir aussi prendre un peu plus le temps de mettre de l'ordre dans leur process, et Là, donc ils continuent leur travail. on parle de demande Ouais. entrante, hein, c'est ça, hein, Ouais, toujours. tout à fait. Okay. Nous, on fait quasiment pas de prospection chez Conto. En tout cas, on l'a fait via un peu le marketing digital et tout ce qu'on peut pousser sur différentes channels. Mais voilà, nos commerciaux font pas de prospection. Donc, ils ont un flux qui est resté assez important pour le traiter, et donc ils ont continué assez naturellement, en insistant évidemment sur les bienfaits et les bénéfices de Conto en ce moment, notamment le fait qu'on puisse ouvrir le compte en quelques minutes. Suite à l'appel avec le commercial. Top. Même question, peut-être, est-ce que vous avez, les deux autres, revu un peu votre manière de communiquer, ou est-ce que on est resté à peu près pareil? Est-ce que ça a changé quelque chose niveau marketing de votre côté? Oui, clairement. Je ne sais pas pour toi, Serge, mais oui, nous clairement, Ludovic, on a eu une première phase plutôt de pudeur. On a plutôt pris un peu de recul. L'idée, c'était de ne pas s'engouffrer dans une espèce de vague où tout le monde surcommuniquait. Donc moi, j'ai préféré garder un petit peu de temps et mettre ce temps à profit pour installer nos équipes, mettre des process en marche, notamment un rendez-vous tous les matins où on se fait une visio tous ensemble, etc. Donc on a mis des choses en place pour essayer de créer des espèces de petites routines. Et puis, c'est vrai qu'une dizaine de jours après le démarrage du confinement, on a repris la main, on est retourné un peu vers nos clients, parce que eux-mêmes, je pense, avaient pris leur marque de confinement et pouvaient mesurer l'impact sur leur société. Donc, ça me semblait plus opportun de laisser un peu de temps. Et effectivement, pour nous, le maître mot, ça a été les clients. Donc, on sait que le support a été sursollicité. On a eu une explosion. Donc, tout le monde s'est un peu mis en renfort sur ce point-là. Mais c'était notre volonté, hein, vraiment d'accompagner les clients. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu tout au long du confinement des webinars avec des experts comptables pour pouvoir expliquer les mesures à nos propres clients. Ça, c'était important. On a produit énormément d'articles aussi explicatifs sur toutes les mesures qui ont été prises. Donc ça a été un vrai changement marketing, parce que, par exemple, on sait qu'on fait beaucoup de rédactionnel. Là, il a fallu revoir toute notre ligne éditoriale parce qu'il fallait répondre à une demande, en fait, hein. Les gens étaient un peu perdus. Ce qui peut ressortir dans un second temps, c'est on a essayé de se concentrer sur comment mettre à profit cette période. Et effectivement, comme pouvait le dire Arthur, on a fait ressortir des projets qui n'étaient pas forcément importants, mais qui étaient des projets qu'on avait envie de faire. Donc, par exemple, en ce moment, on a un projet dans les tuyaux. On a un livre blanc qui a été mis en ligne, qui a vu le cette période. Et on s'est dit que c'était le bon moment d'ailleurs de le produire et de le publier, parce que les gens ont le temps de le lire. Donc c'est vraiment le bon moment.
Et puis, tout un tas de petites d'écriture et de refonte qui sont indispensables dans une entreprise. Remettre aussi à plat quelques process qui n'étaient pas forcément les bons. Là, c'est vraiment un temps de recul qu'on a mis à profit pour un peu s'auto-diagnostiquer et regarder comment on fonctionnait. Donc ça a été notre choix en fait. Ok. Et en termes de stratégie, je pense qu'on n'est pas comme dans un business classique où on a besoin de se repositionner. En revanche, pour être moins dépendant, si dans le passé on a pu envisager d'aller faire du sales en physique, bah, c'est quelque chose qui, a priori, va être complètement exclu à l'avenir, quoi. Donc, ça va faire la part belle au marketing et à l'automatisation et puis au support, parce que c'est l'accompagnement. Je pense que ça va vraiment se traduire par des actions concrètes de ce type. Voilà. De notre côté, on est très aligné avec ce qu'Arthur et Anne-Sophie viennent de développer et d'expliquer. C'est un peu le même process, et donc je vais pas revenir dessus, mais c'est exactement ça. C'est l'encadrement des équipes et globalement, on se rend compte qu'en sales, mais c'est tout à fait logique, c'est plus compliqué les process de concrétisation sont un peu plus longs. C'est logique. On a tout dédié à nos clients abonnés et à leur délivrer le plus possible d'informations pour faire face à la situation, pour l'anticiper, pour éviter d'être dans les derniers à le faire, mais au contraire être dans les premiers. Et puis puisque tu évoquais les sales, on a alors avant les sales, nous aussi on s'est recentré en tous les cas une partie pour ceux qui avaient peut-être un tout petit peu moins de demandes entrantes. On a beaucoup travaillé nos process pour gagner du temps en sortie de crise. Et ça, c'est un beau succès pour nous parce que c'était un chantier qui est un chantier long en général. Donc ça, on l'a mis à profit. Et puis on a aussi accéléré des nouveaux projets et notamment un qui me portait et que je portais depuis un bon moment. On a décidé d'organiser des sessions de mentoring gratuits pour toutes les startups. Donc on a mis un calendrier commun et on s'adosse sur tous nos partenaires, sur les VC, sur la BPI, sur France Digital pour diffuser ce calendrier commun et qui fait que toutes les startups globalement en France et qui ont les mêmes problématiques que tous nos abonnés et la grande difficulté d'accéder à leurs conseils en général, parce que Arthur disait que les experts comptables au tout début étaient, ou c'est toi Ludovic qui l'expliquait, en tous les cas les deux étaient vraiment subissaient un raz-de-marée en termes de demandes auxquelles il était compliqué pour eux de répondre. On a vite compris que c'était la même chose dans toute la France et donc on a mis en place ces sessions de mentoring gratuites qui font que en visio ou en téléphone pendant une demi-heure et on va résoudre on va délivrer l'info, on va résoudre leurs problématiques, auprès de boîtes qui sont pas nos clients aujourd'hui, mais on pense qu'en termes de lead, c'est pas mal. Ça positionne le cabinet, c'est une bonne communication. Ça s'inscrit dans l'air du temps parce qu'il faut aider l'écosystème aujourd'hui. Et c'est une belle réussite. Et cette réussite, on a décidé de la poursuivre au-delà de la période Covid. Et donc d'ouvrir, d'avoir un slot ouvert constamment pour du mentoring juridique pour toutes les boîtes qui peuvent pas interroger leurs conseils ou n'ont pas de conseils à interroger. Ok, bah ouais, non, très, très clair. Tout ce que vous dites tous les trois, ça se rejoint, quoi. Se concentrer un peu sur l'organisation interne. Nous, par exemple, on utilise HubSpot. Ça nous a permis de tout automatiser avec les workflows, etc. pour ceux qui connaissent. Donc ouais, je vois une réponse qui est à peu près commune. Donc s'organiser, Ce qui était intéressant,
Ouais. Si je peux ajouter, ce qui était Vas-y. intéressant aussi, c'est et je pense que c'était peut-être finalement le plus grand de nos défis, puisque bon, les sales, voilà, ils se trouvent même leur routine, marketing, bah tu augmentes ou tu réduis la valeur, etc. Euh, euh, et en fait, c'est Anne-Sophie qui m'a fait penser à ça, c'est que en termes opérationnels, nous aussi, c'est vraiment un des facteurs clés de succès de Conto, c'est la satisfaction de nos clients, le fait qu'on réponde vite et qu'on délivre une réponse de qualité. Et donc, on laisse pas, puisque c'est l'un des, un peu un des freins pour certains, c'est de se dire, ah, mais j'aurais pas un conseiller dédié qui me répondra, etc. Et donc, nous, l'idée, c'est de dire justement, non, parce que vous n'avez pas de conseiller dédié, justement, on est plus pertinent pour répondre à vos questions, qui sont des questions, non pas basiques, mais en tout cas des questions courantes, qui vous débloquent des situations quand on y répond vite. Et Conto est aussi présent sur 3 autres marchés européens, en plus de la France, donc Allemagne, Italie, Espagne. Notamment, il y en a 2 d'entre eux qui résonnent particulièrement en ce moment, puisqu'on en a beaucoup parlé de nos petits voisins frontaliers, l'Italie et l'Espagne. Et donc, on a aussi des entrepreneurs qu'il a fallu accompagner dans ces pays-là. Donc, ça a été un vrai challenge au niveau des équipes opérationnelles. Et donc, je pense que ça va aussi on va aussi en tirer des enseignements. Et je crois qu'on a réussi à garder une qualité de service. C'était vraiment notre objectif. Donc ça aussi, c'est moins du marketing, c'est moins effectivement du sales, mais ça fait quand même partie de la prestation parce que ensuite, bah, ça peut générer du referral quand vous vous occupez bien de ses clients dans cette période-là. Et donc c'est très important et je pense que effectivement, on va être satisfait et on va pouvoir féliciter tout le monde parce que de se synchroniser en fonction des pays, en fonction de l'évolution sanitaire de chacun, etc. Et notamment aussi des règles gouvernementales qui sont appliquées. Ok, top. Bah, si on va vers plus de services clients, je pense que ce sera positif pour à peu près tout le monde. Donc là, on a parlé des choses un peu externes, même si on a parlé aussi de l'interne. Ça, je pense que en fait, vous avez déjà à peu près répondu. Ma question suivante, c'était est-ce que vous avez eu des challenges qui se sont posés dans votre organisation interne? Donc, bah, le chômage partiel en fait partie. Et est-ce que vous sentiez que vous étiez préparé à bosser à distance? Moi, dans ce que j'ai entendu de vos réponses, je pense que là, on est sur trois acteurs qui étaient déjà assez, assez armés à ça. Mais j'aimerais bien savoir si vous avez quand même, malgré ça, euh, bah, rencontrer des difficultés, parce que même si vous êtes habitué, nous par exemple, on utilise Slack depuis le début, et voilà, même être à distance, ça peut quand même amener des difficultés. Est-ce que vous en avez connu? On a connu, j'imagine que tout le monde a connu des difficultés, et c'est tellement exceptionnel et tellement Ouais, c'est ça. incroyable. C'est ça. Au-delà du perso et de la santé, on n'a jamais connu quelque chose comme ça. Donc, pour moi, les plus grandes difficultés, et je parle pas que de moi, mais c'est quand tu es en physique, hein, ou plutôt quand tu es dans le groupe, que tu sois en physique ou pas physique d'ailleurs, les sautes d'humeur, les sautes de motivation, tu les règles par le groupe en fait. Et il suffit d'avoir des équipes solidaires, des équipes très liées et ça marche. Hein. Et nous, on avait vraiment, c'est la culture de Bol, d'avoir des équipes assez jeunes et très très solidaires et très proches les unes des autres. Euh, à distance, c'est plus compliqué parfois de gérer les hauts et les bas. Et j'avoue, petit clin d'œil, Anne-Sophie, qu'on a eu un call tous les deux très sympathique où Anne-Sophie m'a donné quelques petits tips pour réussir pour mobiliser l'équipe. C'était au début du Ouais. Covid et qu'on a mis en place et oui, c'est important. Mais donc, pour moi, c'est principalement ça. Après, l'utilisation des outils, ben, on est tous sur Slack aussi. On a quand même Slack et une simplicité de créer le lien et la facilité en fait des échanges. Et encore une fois, on avait l'habitude du télétravail. Pour moi, c'est vraiment comment ne pas lâcher les uns les autres et comment faire pour récupérer ceux qui sont très mal. J'ai dit qu'on avait des équipes très jeunes
enfin très jeunes, des équipes jeunes. Et parmi les jeunes, et on a des stagiaires avec nous, et on s'est séparé de personnes aujourd'hui. Donc, il fallait aider les stagiaires, des stagiaires qui vivent dans 15 mètres carrés, sans fenêtre ou avec très peu de fenêtres. C'est évidemment pas la même chose que ma situation perso et que la situation de beaucoup d'autres au cabinet. Donc ça c'est très dur à gérer. Mais tout le monde l'a rencontré en réalité. Tout le monde l'a rencontré cette problématique. Donc clin d'œil à Anne-Sophie, je te remercie pour tout. On peut en savoir quelques mots sur ces types justement, Anne-Sophie? Non, c'était justement les stand-up meetings et puis tu sais nos apéros du mercredi ou du jeudi où on fait des jeux. Ouais, c'est top ça. Voilà, des trucs, ça marche pas mal. Est-ce qu'on a perdu Arthur? Je crois qu'on Pas du tout. C'est la vidéo uniquement. Ok, on ne voit plus, mais la période, et alors ça, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais je n'ai jamais autant ressenti la complexité de concilier le professionnel et le personnel. Et c'est vrai que ça a été une très grosse mise à l'épreuve. Voilà. Et moi, je trouve que les institutrices sont des saintes. Voilà. Arthur, moi, si je peux effectivement rebondir un petit peu, j'ai trouvé effectivement intéressant ce qu'on dit Serge et Anne-Sophie. D'abord, c'est que nous, sur le point de vue équipe, on n'a pas rencontré de chômage partiel. Tout le monde a continué de travailler. On a même continué d'embaucher, puisque voilà, les besoins étaient là avant sur des fonctions clés, donc ils sont toujours là pendant et après. Même si du coup on a par exemple pu avoir des défections de candidats parce que aussi eux personnellement on va dire les priorités avaient changé et on voit bien que c'est synonyme et que c'est que ça comment dire que ça fait ressentir un peu d'incertitude et du doute chez un certain nombre de gens puisque voilà la période est incertaine donc ça a des répercussions sur la vie privée mais donc là-dessus nous personne n'a évidemment été laissé sur le bord de la route et aussi les managers ont fait en sorte de mettre du lien dans les équipes. Ça c'est ce que disait Serge quand on est en groupe. Moi, je trouve que le remote, c'est très bien. Il y a des boîtes qui font du full remote sur les 12 fuseaux horaires, comme Zapier, par exemple. Mais la dynamique de groupe, quand on l'a connue, c'est difficile de plus la connaître. Donc, quand on était dans des bureaux et qu'on a l'habitude de ça, c'est aussi des routines. Moi, je le disais, je fais 200 km aller, 200 km retour presque tous les jours. Quand ça s'arrête du jour au lendemain, il y a des autre routine. Moi j'ai la chance d'avoir de l'espace, mais quand on est dans les petits espaces, c'est pareil, c'est compliqué de concilier les deux. Moi j'ai pas d'enfant encore. Ma femme est enceinte, elle était très heureuse de m'avoir au déjeuner tous les jours, mais mais sinon ça change quand même pas mal de choses et donc ça c'est compliqué effectivement de trouver la rigueur du travail, de pas se laisser dépasser aussi toute la journée et de remettre le nez dans les mails à 20h parce que finalement on est dans la même pièce que quand on a travaillé toute la journée. Donc ça, il faut faire attention et c'est un petit peu ce que j'appellerais le contre-coup du full remote pour ceux qui peuvent le faire et qui peut-être anticipent et souhaiteraient plus le faire. Attention parce que ça peut déliter certaines choses quoi. Et moi je suis quand même impatient de retourner dans une meeting room avec des équipes de designers etc. et de faire un gros brainstorming avec des tableaux, d'écrire partout et on le fait pas aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était là-dessus et puis surtout ce qui résonne aussi en moi, c'est que il y a des professions qui peuvent pas s'organiser comme ça. Moi, j'ai par exemple mon père qui est professionnel de santé, il a un cabinet, il reçoit des patients pour faire des du jour au lendemain, il faut expliquer aux patients qu'ils viendront pas et on sait pas pendant combien de temps. Et donc ça leur demande aussi de se réinventer sur des métiers où le physique est partie prenante du modèle économique. Effectivement, les restaurants, c'est exactement la même chose. Mais voilà, donc c'est aussi des choses que j'ai vues et qui font dire que il faut s'adapter, mais que malheureusement le remote ne pourra pas être la solution miracle à l'avenir et donc que ça pourra pas passer pour un certain nombre de business par ces solutions de travail à distance. Donc voilà, je pense qu'on est effectivement très bien lotis et il faut le savoir et aussi se dire que
pour certaines professions, pour certaines activités, il faut aller chercher des nouveaux modèles d'organisation différents. Exactement, ouais. Même si c'est pas possible pour tout le monde, je pense que certains, le fait que cette digitalisation s'impose, va amener quand même du positif. Il faut essayer de voir quand même Bien sûr. le positif. Pour rester sur le même sujet d'ailleurs à peu près, qui est le remote, est-ce que vous avez des tips, des outils un peu fétiches que vous utilisez, que vous pouvez partager en plus de Slack et sans lesquels vous vous dites, je sais pas comment on aurait survécu à la crise? Slack. Nous sur Slack et nos office managers, du coup, parce que Slack, on peut juste s'écrire, mais on peut aussi faire plein de challenges, etc. On peut lancer plein de trucs. On a par exemple le mardi emoji. Donc le mardi emoji, eh bien c'est une liste tout simplement de 20 lignes d'emoji et c'est des titres de films. Et donc c'est devenu un peu le rendez-vous culte de la semaine où tout le monde shotgun un peu les titres de films pour savoir qui va gagner. On a fait des sessions aussi de sport. On a des grands sportifs dans l'équipe, donc qui se sont tout simplement filmés chez eux et avec un rendez-vous hebdomadaire qui est proposé aux autres de faire du sport aussi et etc. On a un truc qui est assez bien. Donc là, c'est pas Slack, mais on nous a ouvert aussi Skileos, qui est une plateforme de cours divers et variés en ligne. Et on nous a mis ça à disposition pendant le confinement, mais bon, c'est en test, ça va durer après. L'idée étant de trouver aussi des façons hors entreprise et de pas être dicté par ce que dit l'office manager et ce que poussent les office managers, mais de se dire tiens, est-ce que j'ai envie peut-être d'apprendre un peu de solfège parce que j'ai toujours eu cette volonté et donc je vais sur ce genre de plateforme pour prendre les premiers cours et etc. Et donc ça, je trouve que effectivement en termes d'outils, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis après, au niveau de la productivité globale et quotidienne, on a usé et abusé de Zoom, même si on a aussi pas mal. Enfin, habituellement, on utilisait Google Meet, qui est très performant. Et puis pour parler à nos utilisateurs et à notre communauté, effectivement, Livestorm qu'on utilisait pas beaucoup avant. Et donc, la preuve, on est dessus aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, ce genre d'outils qui, pour moi, effectivement, vont tirer leur épingle du jeu, quoi. Top, merci, c'était clair. Alors question du coup maintenant plus sur les finances et question qui est pas évidente, du coup qui est en deux sens. Un, comment est-ce qu'on s'assure que nos clients paient? À toi Serge en disant que tu étais sur un modèle SaaS, on est tous sur un modèle SaaS, ça va, mais il peut y avoir quand même des difficultés. Comment est-ce qu'on s'assure que ces clients paient? Et est-ce qu'on paie ses fournisseurs? Écoute, moi, j'ai une culture qui est très très simple. Mais c'était valable avant la crise et j'utilise la même après la crise. Je prends juste l'écosystème et cet écosystème fonctionne. On a tous parfois des problèmes, etc. Mais fonctionne par la loyauté et fonctionne par l'entraide en général. Et donc, la décision, je pense qu'on a perdu Anne-Sophie. Je crois qu'on a pas Anne-Sophie. La décision qu'on avait prise et qu'on poussait auprès de tous nos partenaires, c'est tout ce qui est partenaire, tout ce qui est au-delà le care client et donc la qualité du service et en assistant sur le care et encore plus. Pour le reste, tout ce qui est partenaire et qui doivent et qui sont prévus pour s'inscrire sur le long terme, il faut les protéger et il faut soigner la relation. Je ne sais pas s'il faut payer, pas payer. Moi, je considérais qu'il fallait payer, mais parce qu'on avait une trésor qui nous permettait de le faire. Et c'est pour ça que, comme l'a relevé Arthur, on n'a pas personne n'était en chômage partiel chez nous, si tant est que c'était possible pour des avocats, mais on paye nos équipes à fond et on paye nos partenaires en général et qui sont nos fournisseurs. Ça, c'est un. La deuxième chose, il faut qu'ils vivent pour qu'on puisse continuer. La deuxième chose, c'est que, sans compter qu'on a pas mal de clients qui sont dont on utilise les outils, donc voilà. L'autre chose, c'est que
on s'est vraiment rapproché des clients pour connaître leur situation et être proche d'eux, et on s'est très vite rendu compte que pourquoi se contenter des clients? On a des partenaires, on a des acteurs dont on est les interlocuteurs constamment. Et ben on a dédié une ou deux personnes de la team pour contacter ces personnes, pour savoir où elles en étaient, pour savoir si c'était bon, pour veiller à tout cela. Parce que la réalité, c'est que j'ai une mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui n'ont pas été payées en général ou qui ont beaucoup d'impayés, c'est que les tribunaux sont bloqués aujourd'hui. Donc, si vous avez affaire à des gens, et c'est souvent hors de l'écosystème, qui sont peu au fait de notre mode de fonctionnement ou qui n'ont pas la loyauté comme sens premier du business, ben, les faire payer, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, voilà. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de discuter, c'est de s'appeler et d'aller dire, écoute, vu la situation, j'ai besoin d'un mois, et on négocie un mois, et on négocie pas un bras de fer absolument fou qui va faire que derrière tout va capoter. Le lien qu'on a pu physique, on l'a au moins, comme l'expliquait Arthur, avec toutes les plateformes et tous les outils qui sont à notre disposition, et il faut cultiver la relation avec ses partenaires et avec ses proches. C'est évident, et ça évite, si au-delà des impayés, ça évite, ou ça fait qu'on a des décalages. Tout le monde a des décalages, mais au moins on sait que derrière on pourra faire face. En s'engueulant avec ses partenaires, on perd toute possibilité de pouvoir faire face. Mais c'est vrai qu'on parle plus souvent de s'occuper de ses clients et pas tant que ça de ce que tu disais, appeler son fournisseur pour lui demander comment ça va. C'est pas Et ne serait-ce que forcément. pour demander un délai, parce que toutes les boîtes qui sont pas payées ont des difficultés pour payer. Et donc, plutôt que de ne rien faire, excuse-moi de l'expression, serrer les fesses chez nous, j'ai réalisé que j'étais 14 heures ou 15 heures par jour assis au même endroit pendant la journée. Sur ces 14 heures, je peux trouver 20 minutes, 30 minutes pour faire ce que je souhaiterais qu'on fasse avec moi. C'est-à-dire que j'appelle en disant, écoute, j'ai une difficulté, tu seras la première personne payée dès que les choses rentrent en partie dans l'ordre, et voilà. Ça compte énormément. L'écosystème ne fonctionne que comme ça. C'est un fait. C'est un fait. Est-ce que vous avez là-dessus des choses à ajouter? C'est assez concis, Moi, clair. sur un autre sujet, j'avais une question, et plutôt pour tous les deux d'ailleurs. C'est parmi vos clients, est-ce qu'il y a eu des gros revirements d'activité? Est-ce que vous avez eu des réorganisations ou des choses significatives ou anecdotiques qui pourraient donner des idées à d'autres? Est-ce que certains ont dû modifier? Moi, j'ai pas connaissance dans la base de données clients Conto de cela, mais ce que je sais, c'est que première chose, j'ai vu des experts comptables se digitaliser. Ouais. Donc ça, voilà, Pas mal. puisque ce sont un peu mes clients, donc on en parle. Donc effectivement, j'en ai vu se digitaliser, j'en ai vu surtout se rendre compte que cet épouvantail de la numérisation, de la digitalisation, qui est un sujet dans la profession, qui peut-être fait peur. On parle de business model, de fin de monopole, etc. Mais surtout, on voit qu'ils ont réussi à le faire, tout simplement, que ça passe par là, et que je pense qu'ils en tireront de bons usages, et qui garderont un certain nombre de choses, et que finalement, dans quelques mois, je l'espère, seulement des mois, pas quelques années, mais ils se diront finalement comment on a fait avant, pourquoi on faisait comme ça avant, et comment on a fait pour attendre. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, j'ai aussi vu autour de moi, je connais quelqu'un qui gère une entreprise de couture, pardon, qui fait de la couture haut de gamme, de la corsetterie, et tout simplement, ils ont fait comme les autres dans le tissu industriel français. Ils ont essayé de se dire, on va faire des masques. Alors, je pense pas que ça va revirer leur business model et qu'ils vont effectivement, tout simplement ne faire que des masques, mais en tout cas, je pense que ça va aussi leur permettre assez logiquement de continuer à maintenir de l'activité, de continuer à donner de l'activité à leurs salariés, et donc de leur
permettre, je l'espère, de passer cette période le plus sereinement possible et surtout de garder un outil industriel qui soit entretenu, ce qui fait que quand ils vont avoir des commandes, bah, tout n'aura pas été à l'arrêt. Il y a aussi ça, il y a aussi c'est bien de se dire on va reprendre, mais voilà, quand ça a été à l'arrêt, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le temps pour repartir, etc. Donc voilà en gros les exemples que j'ai, à la fois ceux qui n'ont pas eu le temps, qui ont dû faire un peu dos au mur face, et ceux qui ont pu, avec l'arrêt de l'activité, se dire bon, comment finalement on récupère quand même, et on n'a pas rien, comment on arrive à maintenir quelque chose. Ouais, moi j'ai un exemple. Ouais, c'était dans une personne chez qui j'avais fait un stage, une boîte qui s'appelle AGP dans la sécurité incendie et qui était assez en difficulté et qui s'est mis en fait à produire les comment dire les blocs de plexiglas qui vont être dans tous les bureaux. Et donc en fait voilà, j'ai vu que son activité était pas mal repartie, donc je sais pas si c'est au niveau d'avant, mais je trouvais que c'était pas mal de voir qu'il y avait des boîtes qui se creusaient la tête et qui reviraient totalement leur business model, quoi. Écoute, le principe de toute façon, c'est que on n'est jamais plus créatif que pendant les périodes de crise. Et ça, c'est la première chose, même si celle-ci, qui dure beaucoup, mais n'est pas d'une longueur encore folle. Ça risque, on risque d'avoir des on et on off, et donc ça risque d'être le cas. Mais c'est évidemment, ça crée, il y a beaucoup de créativité. Nous, on s'est rendu compte que les business models des plus jeunes boîtes s'adaptaient à la situation et effectivement étaient retravaillés. On est pas mal sollicité sur des problèmes de réglementation en adaptation de ces business models. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit, moi j'ai vu, puisque Arthur parlait de cette société et qui s'adapte pour faire face à la situation et aider un collectif parmi les acteurs majeurs du traitement de données, des gens qui ont des boîtes qui sont des super réussites et qui travaillent beaucoup, décider de dédier leur temps à aider les pouvoirs publics faire face à la crise et faire face à la crise sanitaire en travaillant, en se mettant en commun pour traiter les données communes pour permettre d'aller beaucoup plus vite et de façon très désintéressée. C'est un collectif et pas une société, donc c'est un regroupement d'acteurs. C'est très impressionnant. Voilà, on voit des toutes petites startups ou des moins petites avoir des idées d'app qui pour le déconfinement entre l'adaptation dans des magasins des réservations de slots ou dans les magasins pour permettre d'aller relancer la conso et permettre aux uns et aux autres d'aller de s'y rendre. Bref, on voit une multitude de choses. Honnêtement, je pense qu'on est le secteur, je dis on, et je parle de l'écosystème startup, qui est le plus agile et le plus à même de s'adapter et de trouver des solutions. Encore une fois, le fait de pas avoir des magasins physiques partout et donc qui fait que, à part changer intégralement l'architecture du truc, c'est compliqué d'être sur-innovant. Dans l'écosystème, c'est tout à fait possible. Et on voit plein de trucs. Et je pense que les experts comptables, excuse-moi Ludovic, mais je pense que les experts comptables qui digitalisent, c'est quand même une avancée et c'est disruptif. Reste après les avocats, mais c'est disruptif. Très clairement. Enfin, de toute façon, le secteur, il était déjà en train de changer petit à petit. Et là, enfin, voilà, je donnais l'exemple de ma mère parce que c'est celui que je connais évidemment le mieux. Mais là, c'est évident. Enfin, moi, je pense de toute façon qu'en général, la tech va un peu exploser. Enfin, tu vois que Zoom, alors je crois que je dis pas de bêtises avec les chiffres, ils étaient à 2 millions d'utilisateurs quotidiens et ils sont passés à 300 millions. Donc, tu te dis, bon, voilà, on est dans des proportions, et je pense que ce sera pareil. Je sais pas si on va faire x 150 chez iPadDat, mais en tout cas, ça va aller dans ce sens-là, je pense.
Ouais. Vas-y, Ouais, nous, ça reste un petit peu différent et je pense que pour Arthur aussi, dans le sens où notre cible, oui, nos early adopters, c'est des startups, clairement. On a tous nos premiers clients étaient toutes des startups. Mais dans notre cible de tous les jours, on a de la TPE, du PME, de la PME, on a des artisans, tout un tas de gens qui ont une activité physique. Et c'est en ce sens où je posais la question. Parce que j'ai fait quelques heures de mentoring et effectivement, moi, j'ai été confrontée à des gens qui fabriquaient un produit, qui le commercialisaient de manière classique, on va dire, et qui, par exemple, pour faire de la vente online, étaient complètement, savaient à peine allumer un ordinateur, et alors de là à mettre un e-shop sur pied avec même un petit CMS, c'était très très compliqué pour elles. Donc tout ça, ça va être des choses. En fait, vraiment, les entrepreneurs doivent se repositionner, se poser des questions, doivent acquérir de nouvelles compétences aussi, hein, parce que clairement, pour s'ouvrir au monde et à un nouveau mode de fonctionnement, on n'a pas forcément toutes les capacités, on n'a pas forcément toutes les aptitudes et il faut continuer à apprendre. Donc, c'était plutôt en ce sens-là. Et effectivement, on a aussi plein de gens qui ont des idées de business qui se créent par rapport à cette difficulté. Donc voilà. Ma dernière question, elle est complètement reliée à ça en fait. C'est le côté un peu agilité. Donc, enfin, vous, pour vous, c'est quoi la suite? Donc, est-ce que vous partez sur un déconfinement, un télétravail total, partiel? Je dis que c'est en rapport avec l'agilité parce que il va falloir l'être agile. Donc comment vous allez faire? Ludovic, tu n'es pas encore au courant, mais Ah, non, c'est vrai que non, on a tous besoin de retourner. On a tous besoin de retourner au bureau, c'est clair. Ne serait-ce que pour se voir et faire avancer certaines choses, et aussi pas devenir fou avec nos conjoints et nos enfants respectifs. Donc, on a besoin de s'aérer un peu, mais clairement, ça sera pas du 5 jours sur 7. On va essayer de moduler un peu les choses. On va essayer aussi de pas reprendre les transports en commun. Donc, on a imaginé avec quelques collaborateurs qui habitent pas très loin les uns des autres de faire des espèces de hordes de vélos. Du ramassage de vélos, pourquoi pas, et aller ensemble pour allier exercice physique mais bon, voilà, on commence à réfléchir à l'après. Je pense que ce soir, on en saura davantage avec une allocution, je pense, qui est en train de démarrer et qui a dû nous prendre pas mal d'auditeurs d'ailleurs. On est bien moins intéressant que leur C'est logique, groupe. c'est logique, c'est logique. Je sais pas si on est moins intéressant, mais on est, en tous les cas, c'est logique, on attend ça. Mais voilà, on attend tous de savoir ce qui va se passer. Mais clairement, on va aménager. Ça sera pas du jour au lendemain un retour à la normale. Et je pense que de toute façon, il n'y a pas de retour à la normale. Il y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar. On va continuer à vivre d'une manière un peu hybride. Voilà. En complément de ce que tu dis, Anne-Sophie, il y a un point qu'il faut garder à l'esprit pour tous ceux qui ont des salariés. Je vous rappelle ou des collaborateurs, hein, et c'est valable pour le cabinet, hein, pour Bold. Je vous rappelle que nos équipes ont tous des congés payés à prendre. Et si ça s'anticipe pas au moment du déconfinement, c'est-à-dire si on pousse pas les uns les autres à breaker et à prendre donc des congés payés, on va tous se retrouver avec au même moment, alors qu'on sait qu'on va avoir du confinement, déconfinement et du on and off, et donc ça risque d'être compliqué jusqu'à l'été. Le point des congés, à mon avis, doit être vraiment anticipé. Et pareil, dans le cadre du lien qui doit exister entre les équipes et la direction, discuter de ce point-là, aborder ce sujet, parce que le subir sera très très compliqué et créera des multitudes de petits conflits. Sachez quand même que, par exemple, on s'est rendu compte que dans le monde de l'industrie,
nombre de personnes qui devaient passer qui étaient en chômage partiel ou devaient éventuellement revenir, en fait, ont été mis en congé payé obligatoire et donc ils ont dû prendre une partie de leur congé payé pendant ces périodes. Moi, j'ai regardé un peu et je me suis interrogé dans l'écosystème. Il n'y a pas cette problématique aujourd'hui, mais sauf que si elle n'existe pas, et si donc on n'impose pas de façon assez scandaleuse aux uns et aux autres, bloqués chez eux, de devoir prendre des congés, cette problématique va être une vraie problématique dans le courant de l'année qui arrive. Et donc, c'est pas mal de l'anticiper pour les boîtes. Je dis pas ça obligatoirement pour vous, les uns les autres. Je dis ça parce que je le vois et qu'on s'est interrogé là-dessus chez nous en interne et qu'on commence à en discuter avec les équipes. Et parallèlement, on se rend compte quand même qu'il nous reste une demi-année pour que les uns et les autres prennent leur congé payé annuel. Ça peut être en termes d'organisation et désorganisation un impact. Oui, clairement. C'est un point qu'on a déjà abordé, nous, en meeting la semaine dernière. Effectivement, d'abord, ça a fait sauter chez nous pas mal de congés qui étaient normalement programmés sur cette période. Donc, les collaborateurs ont souhaité ne pas partir, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas partir. Donc, ils ont retiré leurs congés. Et effectivement, on va essayer de se retrouver sur une période de 2 semaines après le déconfinement et après partir chacun notre tour en congé. Ouais, typiquement, alors moi, effectivement, je ne discute pas de ça avec les co-founders. Je suis pas dans ce niveau de décision, mais effectivement, moi, je suis l'exemple typique. J'avais des congés, j'ai pu les annuler du coup et rester au travail chez moi. Mais on n'a pas encore les contours très très nets puisque, comme on le disait, c'est déjà en cours de discussion en ce moment à l'Assemblée nationale. Donc, Conto va attendre pour nous dire déjà si à partir du 11 mai il peut se passer quelque chose et quoi. Donc, sans doute pas de retour évidemment tous ensemble. Moi, en ce qui me concerne, peut-être dans les derniers, puisque je suis l'un de ceux qui vient le plus loin de tous les jours, avec la SNCF. Et puis surtout, effectivement, ça, on nous a déjà prévenu, et je pense que c'est tout à fait normal, comme le disait Serge, c'est ensuite en bonne intelligence que ne parte pas. Après, il faut, si on a 90% de l'équipe marketing qui fait un break et qui s'en va, ça va pas le faire, c'est clair. Idem pour les devs, donc ça, on est déjà briefé là-dessus, et je pense que ça sera effectivement en bonne intelligence et ça va se lisser sur la deuxième partie de l'année. Ok. Écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. Merci à tous, c'était franchement super intéressant. Merci aussi à ceux qui ont participé. On reste disponible si vous avez des questions sur ce webinaire. J'ai pas laissé peut-être nos numéros de téléphone, mais en tout cas sur les sites de Conto, on va s'organiser pour faire un remerciement général, et on pourra mentionner donc le contact d'Arthur probablement pour tous ceux qui veulent par exemple faire des dépôts de capitaux pour monter une société là maintenant pendant le confinement. Avec plaisir. J'ai noté aussi pour Serge le mentoring qui est super intéressant pour nous qui n'ont pas forcément d'avocat. Donc ça, c'est super parce qu'on a toujours plein de questions. Et puis, absolument. Et puis, si dans l'Assemblée, il y a des experts comptables qui ont besoin de rencontrer un sales, eh bien, il y a Ludovic. Voilà. Super. Merci à tous. Merci à iPedzat de nous avoir conviés en tout cas. C'était très sympa. Merci Serge. Merci tous. C'est très sympathique et plus que 15 jours. agréable. D'accord. Allez, 15 jours, ouais. On espère. À bientôt. Et bon Edouard Philippe. Au revoir.